Bonjour à tous et merci à ceux qui se sont connectés pour cette masterclass qui s'annonce hyper animée, qui s'annonce très très dans la positivité, sans langue de bois. Cette masterclass s'insère dans le cadre du Startup Programme MITIR. Quelques mots juste sur le programme. C'est un programme d'accélération et d'accompagnement de startups à impact sur la conservation de la biodiversité et sur le développement économique des communautés locales, qui est financé par USAID, qu'on tient à remercier encore une fois aujourd'hui. Et dans le cadre de ce programme, Startup Programme, on a 5 briques d'accompagnement, 6 briques aujourd'hui, parce qu'on a consolidé tout ça dans une boîte à outils. La première brique, la première thématique qu'on apporte, c'est les renforcements de capacité, avec des masterclass et des workshops. Et c'est dans ce cadre-là qu'on fait ces masterclass mensuelles. On est à notre 10e masterclass avec plusieurs thématiques déjà abordées depuis le début. La thématique de la digitalisation dans le cadre de la gestion d'entreprise, la thématique de l'impact environnemental et l'entrepreneuriat, où on a vu la participation de Camille d'ailleurs. Et du coup, Camille, on est à sa deuxième masterclass. Une thématique sur la notoriété de marque comme un enjeu central pour la pérennisation de l'entreprise. Les ressources humaines aussi, sujet qui revient beaucoup dans les besoins des startups, et donc le sujet de la culture d'entreprise comme un outil pour attirer et fidéliser les talents. On a eu une masterclass sur la relation entre investisseurs et entrepreneurs, une masterclass sur l'entreprise à taille humaine, comment jongler entre opérationnel et stratégique. Et je pense que ça va être un sujet à porter ici aussi aujourd'hui sur cette thématique de l'entrepreneuriat féminin. Et donc voilà, on est à notre 10e sujet, l'entrepreneuriat féminin, qui est une thématique un peu large. On peut vraiment tout aborder dedans, de la partie équilibre stratégique opérationnel, équilibre vie privée, vie personnelle, comment est-ce que les femmes sont perçues dans ce monde de l'entrepreneuriat. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir 3 entrepreneurs qui sont accompagnés par Miaracap, ou dans l'autre sens, qui accompagnent Miaracap à travers Startup Programme. Quelque chose qui est particulièrement intéressante, c'est que les 3 entrepreneurs aujourd'hui sont très variés dans le secteur qu'elles traitent. Il y a Camille dans l'énergie renouvelable, il y a Stéphanie dans la beauté, l'esthétique et le bien-être, et il y a Mime qui est dans l'agriculture. Et donc ça témoigne de la diversité des thématiques que nous on aborde, et des thématiques où les femmes sont présentes finalement. Euh, donc je vais rapidement introduire chaque intervenante, et ensuite très vite vous laisser la parole pour parler de votre parcours, pour parler de comment est-ce que vous en êtes arrivé là, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'entreprendre même au départ, et pourquoi dans ces secteurs en particulier où vous êtes. Parce qu'encore une fois, j'insiste sur la richesse et la diversité des secteurs où vous intervenez. Donc on a Mime qui, a, qui marque aujourd'hui, cette année, les 20 ans de Jacaranda, avec 4 entreprises, une à Madagascar et 3 en France, qui est spécialisée dans l'exportation d'épices et d'huiles essentielles. Parmi ses clients figurent des grosses marques comme Hermès ou L'Oréal. Ensuite, on a Stéphanie, qui est PDG, fondatrice de Stéphana Beauty, qui est pionnière dans le domaine de la beauté et de l'onglerie à Madagascar, avec 4 salons à Tana et à Tamatave, qui s'affirme aujourd'hui comme une vraie référence incontournable dans le secteur de la beauté et de l'esthétique, que je pense plusieurs personnes dans l'audience, dans l'équipe de Miaracap connaissent, parce qu'on est très cliente en fait des services clients d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes aussi qui peuvent bénéficier de ça. Et notre 3e intervenante, Camille André Bataille, qui est CEO et fondatrice d'Anka, d'une entreprise spécialisée dans le secteur de l'énergie solaire, dans un pays où 75% des personnes n'ont pas accès à ça, pour dire le besoin et la vitalité du secteur sur lequel elle s'adresse. Elle touche aujourd'hui une trentaine de villages, principalement dans le sud, et près de 50 000 personnes, mais aussi dans d'autres régions de Madagascar, dans le nord et sur les Hautes-Terres.
Et voilà, la brève introduction sur les intervenantes. Je vais très rapidement passer la parole à Stéphanie pour présenter son parcours, pour présenter Stéphana Beauty et les raisons qui t'a poussé aujourd'hui à entreprendre. Merci Kouloun, merci Mirakab déjà d'avoir initié cette masterclass qui nous permet enfin de porter notre voix. Alors, je suis la première à passer, c'est un peu compliqué. On s'est un peu disputé qui passe en première, etc. Mais voilà, moi donc je suis la fondatrice de Stéphana Beauty. Je m'appelle Marie-Stéphanie Haine. Nous sommes pionniers plutôt, nous, parce que c'est important de dire nous. Parce que c'est vrai que j'ai ramené le métier à Madagascar concernant l'onglerie. Mais actuellement, nous sommes 180 personnes à connaître ce métier. Nous sommes un institut de beauté aussi. Il n'y a pas que l'onglerie, hein. C'est vrai qu'on est reconnu, on a une notoriété par rapport à l'onglerie, mais on fait aussi tout ce qui est coiffure, massage, esthétique, extension de cils. On est un vrai institut de beauté et là, c'est vraiment en train de s'industrialiser. Comme je disais, on a 3 salons sur Tana et on a un salon sur Tamatave. Alors pour parler un peu de mon parcours, tout a commencé par une passion. Tout a commencé par une passion. Pourquoi je dis ça? C'est très important parce que, alors par une sensibilité peut-être, moi j'ai vraiment fait de mon métier en fait, mes passions. Je suis passionnée par l'art, la beauté et la mode, le développement personnel aussi, l'éducation et l'information. Et j'ai formé des jeunes en fait marginalisés par la société. Donc c'était pour moi mon why profond, c'était vraiment d'apporter à ces jeunes l'opportunité d'une réelle évolution de carrière, de se former, de leur donner la chance. Ces jeunes qui sont déscolarisés. Et je vais vous dire, ça n'existe pas en Europe, hein. Je suis née en France, mais je suis certaine que ça n'existe pas. Mais j'ai relevé ce défi et c'est ça que j'ai adoré avec la particularité de Madagascar, c'est que j'ai pu donner la chance à ces jeunes de se former en tant que personne talentueuse, parce que je pense que tout le monde peut devenir talentueux du moment où il a la possibilité d'apprendre et qu'il a accès à l'information et à l'éducation. Donc voilà, actuellement, moi, tout confondu, hein, je suis pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la journée de la femme. D'ailleurs, je vous souhaite une très belle journée à toutes les femmes, toutes confondues, qu'elles soient entrepreneurs, femmes au foyer, mamans, etc. Vraiment, c'est important de reconnaître sa valeur en tant que femme. On est forte. Et voilà. Bon, donc après, je passe un petit peu à autre chose. Là, actuellement, nous avons 4 salons en tout. Et l'objectif, là, va être de franchiser. Moi, ce que je dirais que pour se lancer en tant qu'entrepreneur femme, il faut impérativement, et c'est super important, de trouver d'abord ça, comment dire ça, son why profond, et je l'ai dit tout à l'heure. Son why profond, ça veut dire... est-ce que vous apportez une contribution au pays? Est-ce que vous apportez... quelle est votre sensibilité profonde en fait? Quelle est cette lumière qui vous donne envie de vous battre? Parce qu'en fait, moi je vous dis, l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu. C'est vraiment des challenges permanents. Vous vous levez le matin, vous ouvrez votre téléphone et c'est des problèmes tout de suite. Donc moi je voudrais déjà féliciter toutes les femmes, celles qui sont à côté de moi d'ailleurs, parce que déjà j'ai beaucoup admiré, je me suis renseignée un peu sur leur parcours, elles vont se présenter tout à l'heure. Mais vraiment être entrepreneur, c'est un mental d'acier déjà, parce qu'on se bat dans une société, dans un monde patriarcal, où on doit faire nos preuves 2 fois plus. Et être suivi, être respecté, c'est pas évident. Donc vraiment montrer qu'on a un business qui tient la route, qui fonctionne, etc. C'est important. Moi, pour vous parler un petit peu de, pour pouvoir leur passer le micro.
Alors moi, j'ai commencé vraiment, comme je disais tout à l'heure, par passion. Vraiment par passion. Et mon objectif premier, ça a été vraiment la contribution pour mon pays, pour Madagascar. Ok, je suis née en France, mais je suis enracinée à Madagascar. J'aime Madagascar, j'aime ces jeunes, et ça me fait de la peine, vraiment, ça me fait de la peine qu'ils n'aient pas accès à l'information et à l'éducation. Donc pour moi, c'était un réel défi, parce qu'on sait quand même que, et ça a étonné beaucoup de personnes, hein, qu'on avait des jeunes hommes j'ai beaucoup de jeunes hommes qui travaillent chez moi, qui font les ongles, etc. Tout en sachant que les ongles, c'est de la sculpture, c'est du nail art, c'est beaucoup de choses comme ça. Et ça a été un réel défi. Et au jour d'aujourd'hui, mon objectif, c'est d'élever ces jeunes sur la scène internationale. Vraiment l'Afrique, en fait. Vraiment l'Afrique, parce qu'ils le méritent. Ils ont une réelle capacité d'apprentissage incroyable. Donc pour moi, l'objectif, c'est que vraiment ces jeunes puissent être reconnus et connus pour leurs talents. Voilà. Donc je ne pouvais pas, moi, partir toute seule, aller faire les l'onglerie, etc. Il fallait absolument... Moi, mon objectif final, et c'est mon why profond, c'est pas l'appât de l'argent. C'est vraiment, je me suis battue, j'ai mis toutes mes économies. Ça a été difficile pour être... et je remercie Merakab de m'avoir suivi et d'avoir cru en moi. Mais c'est encore un long combat parce que là, on est en pleine croissance. Et surtout, il faut savoir qu'en tant qu'entrepreneur, quand on est en pleine croissance, c'est là qu'il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher parce que là, il y a une forte demande. On est carrément victime de notre succès et on ne peut pas répondre à cette demande à cause des aspects financiers. Voilà. Donc, je vais donner... Merci beaucoup Stéphanie et je voulais justement aborder ce sujet du pourquoi et du why profond comme tu l'appelles, mais tu as anticipé ça. Merci pour cette présentation et effectivement chez Merakab on est assez fiers et contents d'accompagner Stéphanie depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, à travers pour le développement de ces activités. Donc merci, on peut passer à Mime pour une présentation. Bonjour à tous. D'abord, un grand merci pour tous ceux qui sont levés tôt pour assister ou participer à cette masterclass. Ça montre vraiment une motivation sur ce sujet et j'espère que par cette masterclass, nous 4, nous pourrons vous apporter quelque chose que ne repartez pas sans avoir retenu quelque chose de bien ou d'interpellant ou une nouvelle information. Parce que pour ma part, j'espère, mon leitmotiv, c'est d'inspirer. Inspiré par ce que je vais raconter, où vous allez vous projeter. Ah, j'ai aussi vécu cela moi-même et par mon parcours. Mais aussi, comme on avait convenu que nous n'aurons pas de langue de bois, on va sûrement aussi bousculer certaines choses, bousculer ce que vous avez l'habitude de faire, de penser, et accepter que c'est de nouvelles choses apportées par les autres peuvent vous enrichir, peuvent vous interpeller pour aller creuser, pour se dire est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter une nouvelle idée, me faire avancer dans mon projet, dans mon entreprise. Et parce que l'entreprise, pour moi, c'est aussi une histoire de rencontre entre personnes et c'est ce qui fait avancer les échanges. Donc je me présente, je suis Mime, j'ai fondé... je suis cofondatrice d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises qui s'appelle Jacaranda et nous sommes dans la production, la transformation et l'exportation d'épices et d'huiles essentielles. La passion pour moi est arrivée après. Mais j'ai démarré, enfin je suis tombée dans l'entrepreneuriat par opportunité. Est-ce que c'est l'intuition féminine? Je ne sais pas, mais à la base, je ne suis pas du tout destinée à être entrepreneur.
Dans ma famille, nous sommes des technocrates, des gens qui travaillent pour des entreprises, des cadres d'entreprise, et donc mon environnement ne me prédestinait pas du tout à cela. Mais ce que je savais, c'est que j'avais un rêve. Mon père était un scientifique et il avait la possibilité d'aller à l'étranger pour faire des conférences internationales. Et j'en rêvais aussi de pouvoir sortir de Mada un jour. Et puis, il venait faire, ils avaient aussi des collègues internationaux, des grands scientifiques qui venaient à la maison pour échanger. Et tout ça a révélé, je me dis, quand je serai grande, dès que j'aurai de l'argent, je me consacrerai ce que je gagnerai à visiter un pays par an. Et donc, c'était le rêve et c'était le leitmotiv. C'est devenu un objectif enfantin, mais c'est quelque chose à laquelle on tient tellement que c'est ça qui donne envie, c'est ça qui motive tous les matins pour se lever. Et je pense que si j'ai un message, c'est ça, trouver tous les jours quelque chose qui vous fait vous lever pour affronter toutes les difficultés, tous les problèmes d'un parcours d'entrepreneur. C'est des trucs positifs qui vous font sourire le matin en se disant « Ouh, je me réveille ». Et je vais attaquer avec force et avec énergie ma journée. Ma journée est unique et je vais en faire en sorte que ça a du sens, que ça a un résultat pour que je me lève tous les jours. Et donc, c'était ce rêve enfantin qui m'a animée pendant longtemps et jusqu'à maintenant d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je le fais à travers nos produits, puisque nos produits aujourd'hui sont vendus dans 24 pays dans le monde. Donc, c'est un peu un bout de moi qui voyage par nos produits. Mais aussi, j'ai pu un peu, du fait du commerce international, pu visiter des pays. Donc, c'est ça le parcours, le rêve. Et l'entreprise, aujourd'hui, est orientée vers l'international. L'objectif, c'est de montrer, tu l'as dit aussi, Stéphania, que les Malgaches ont beaucoup à montrer aussi. C'est notre excellence, notre savoir-faire, notre passion, l'esprit d'équipe. Qui peut franchir les montagnes et même au-delà les frontières et s'internationaliser. Et donc Jacaranda vont à l'international et tourner vers l'international pour montrer la richesse des ressources naturelles à Madagascar et pour montrer le talent et le savoir-faire des équipes ici. Voilà. Merci beaucoup, Mime. Très intéressant, d'autant plus que je partage aussi cette volonté de découvrir et de voyager. Et donc, je trouve ça vraiment passionnant. Et ça montre encore une fois la diversité des backgrounds, des raisons qui poussent les gens à se lancer. Avec Stéphanie, c'était la passion. Avec toi, c'est l'opportunité. Avec Camille, c'est peut-être la nécessité, la volonté de faire de l'impact, le fait de voir qu'il y a des problèmes, mais tu l'expliqueras mieux que moi. Du coup, on peut passer à Camille sur la présentation. Merci Colline. Et évidemment, merci aussi à Miracap. Je remercie comme tout le monde, mais vous êtes toujours au top et pionnier dans les initiatives les plus innovantes, je trouve, en tout cas dans l'accompagnement des entrepreneurs et aussi dans la finance et dans l'investissement. Donc, je ne suis pas surprise que vous ayez organisé une masterclass sur l'entrepreneuriat féminin. Très ravie d'être là, très honorée aussi d'être à côté de Stéphanie et de Mime. En connaissant du coup maintenant un petit peu mieux aussi leur parcours. Je trouve ça génial, hyper inspirant. Ça devrait, j'espère, c'est un peu l'objectif à la fin de la masterclass, c'est d'inspirer, c'est de donner la volonté aux gens d'écouter la petite voix qu'ils ont en eux, de croire dans leur passion et dans leur motivation et de passer le pas, de se lancer et de tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Donc pour ma part, je suis un peu à mi-chemin entre le why profond qui était une passion avec une volonté très forte et une opportunité du côté de Mime qui s'est transformée en quelque chose de très concret et très réussi. Je pense que j'avais une passion pour l'énergie que je considère comme un vrai pilier
dans le développement sociétal, et c'est le cas à travers le monde, c'est pas que le cas à Madagascar. Je suis ingénieure de formation, j'étais dans les sciences fondamentales, j'étais un peu ce qu'on appelle une geek. Et puis à un moment donné, rapidement, je me suis un peu ouverte aussi à d'autres secteurs dans l'enseignement pour pouvoir me former davantage. Je voulais vraiment apprendre plus et je rejoins Stéphanie sur le sujet de l'éducation qui est absolument fondamental. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas toute la bonne éducation et qu'on n'a pas eu accès à tout qu'on peut pas se lancer non plus. Moi, je fais partie de ces gens qui ont eu accès. Je me sens privilégiée de ce point de vue-là et je voulais que ça puisse servir de manière concrète et que ça puisse délivrer quelque chose d'utile dans le monde qui m'entoure. Je pense qu'au fond de moi, j'avais le sentiment profond ou la volonté profonde d'être actrice du changement et de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Je ne voulais pas être juste spectatrice du monde qui m'entoure et je ne voulais pas non plus suivre des voies trop linéaires ou des chemins déjà tracés parce que c'est facile ou parce qu'on nous a dicté que c'était ça qu'il fallait faire. Tu as fait des études, donc du coup tu vas aller bosser dans une grosse entreprise. Je l'ai testé, je sortais de mes études, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait et qu'il fallait que je fasse les choses par moi-même. Et puis j'avais des idées, j'avais de l'ambition, j'avais des idées. Moi je suis franco-ukrainienne, mais j'ai fait toutes mes études et j'ai vécu toute ma jeunesse en France. J'ai commencé à travailler en France pour des grosses sociétés dans le secteur de l'énergie ou de la finance dans l'énergie. Et en fait, je pense par rapport à la sensibilité de mes parents qui ont beaucoup voyagé quand ils étaient plus jeunes, qui ont pris des risques, qui étaient très tournés vers les autres. C'est comme ça qu'on m'a éduquée et du coup j'étais passionnée par aller voir ailleurs, découvrir et me confronter à des choses que je ne connaissais pas. Et donc assez naturellement, j'ai eu aussi par affinité avec le continent africain, la culture, toutes les opportunités, la dynamique, et par quelques connaissances, je me suis tournée vers l'Afrique. J'ai eu une opportunité de venir sur Madagascar et c'est comme ça que je suis arrivée à Madagascar il y a 10 ans. Je ne pensais pas y rester aussi longtemps, mais l'histoire a fait que je me suis attachée au pays et aux opportunités et que, en fait, très rapidement, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais des idées fortes dans ce que je pensais être utile dans le secteur de l'énergie et de comment faire les choses, et je voulais vraiment faire des choses concrètes et pas être juste derrière, avoir le backup d'une grosse société pour pouvoir faire des choses. Donc l'entrepreneuriat, ça me semblait être le bon moyen de le faire. Mais franchement, j'étais hyper naïve. Moi, je savais pas du tout dans quoi je mettais les pieds. Je veux dire, on sait jamais dans quoi on met les pieds quand on se lance. J'avais 26 ans quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'y connaissais rien. J'avais été formée et j'avais suivi des enseignements techniques, d'ingénierie, de finance, etc. Mais rien ne nous prépare à devenir entrepreneur. Je me suis lancée, naïve, j'ai démarré, c'était beaucoup de galères au démarrage, puis petit à petit, je pense que, comme l'ont dit Mime et Stéphanie, il n'y a rien de facile, mais il faut y croire, il faut se battre. Quand on a des convictions, de l'ambition, on peut aller très loin. Et bien sûr, je pense rapidement, il faut aussi s'entourer, il faut aussi savoir pas être seul. C'est ça qui est important. Donc, pour ma part, même si j'ai quand même souvent été seule, j'ai trouvé quelques personnes piliers pour m'accompagner. Et puis petit à petit, on se constitue une équipe, il y a des gens qui nous rejoignent, qui croient dans la vision qu'on veut partager, et c'est ça qui nous permet d'avancer. Donc aujourd'hui, je suis fondatrice et directrice générale d'une société qui est dans l'énergie solaire particulièrement. Alors effectivement, on fournit des solutions pour des villes et des villages qui n'ont pas accès à l'électricité, donc on vient vraiment apporter une solution pour une partie de la population qui n'a pas le même niveau de vie que nous aujourd'hui, et c'est pour essayer de briser ce plafond de verre. Mais on travaille aussi avec des entreprises et des industries pour leur fournir des solutions complémentaires ou alternatives à ce qu'on a sur le réseau national ou avec des groupes électrogènes. Donc il y a des vrais sujets d'impact environnementaux, économiques, sociaux, sociétaux. Donc tout ça, c'est vraiment au cœur aussi de notre ADN et c'est important d'avoir à mon sens, et peut-être qu'on en reparlera un peu plus tard dans la masterclass, mais d'avoir une vision et d'avoir des valeurs auxquelles on s'accroche. Parce que ça me semble indispensable pour continuer d'avancer. Sinon, c'est très facile de déraper, c'est très facile d'abandonner aussi. Et donc d'avoir des valeurs fortes, peu importe celles que vous avez, mais 3, 4, j'en sais rien, même une. Mais c'est des choses que je pense extrêmement importantes. Et moi, je me suis accrochée à ça, un peu contre vents et marées. Du coup, beaucoup d'obstacles sur le chemin, parce que de faire les choses peut-être un peu différemment des autres, ça facilite pas les choses.
mais ça rend le parcours un peu unique et je pense qu'à un moment donné, ça paye aussi. Et de mon expérience, et je pense qu'on va l'aborder après dans la discussion, venant d'un secteur ou travaillant dans un secteur qui est quand même majoritairement dominé par les hommes, parce que le secteur de l'énergie, c'est un peu vu comme un secteur très technique, d'ingénierie, de terrain. Beaucoup d'hommes travaillent dans ce secteur et très peu de femmes. Ça rend tout le trajet, tout le chemin d'autant plus difficile parce qu'en plus de la galère et du challenge permanent qu'est l'entrepreneuriat, de celui d'être une femme où on doit faire valoir d'autant plus, travailler 2 fois plus, prouver 2 fois plus, si ce n'est 100 fois plus, qu'on est crédible et qu'on sait de quoi on parle, bah là en plus je dois faire face dans ce secteur-là à des a priori hyper forts et très ancrés que la femme n'a pas rien à faire dans ce secteur. Donc je suis très fière de pouvoir aborder ce sujet aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses qui sont dommages et frustrantes encore en 2024, mais je pense qu'il y a aussi des opportunités de plus en plus, des choses positives qui émergent et qu'on est toutes les trois la preuve vivante que malgré les obstacles et malgré les a priori, on peut quand même avancer et réussir. Super, merci beaucoup Camille. Comme tu as le micro, je te propose de le garder tout de suite. On va inverser l'ordre de parole maintenant et on va rentrer dans le vif du sujet. Juste, je tiens à rappeler les gens qui sont sur le chat que vous pouvez envoyer vos questions. On va passer après sur la partie questions-réponses venant de l'audience. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et à la fin, on va les poser à nos entrepreneurs ici. Vous avez chacune abordé le sujet de la difficulté de l'entrepreneuriat. Tout le monde a dit qu'entreprendre c'est dur. Je ne suis pas entrepreneur, mais je suis entourée par beaucoup d'entrepreneurs et du coup j'entends régulièrement ce discours et ça revient beaucoup. Dans la préparation de cette masterclass, on s'était posé la question de est-ce qu'on veut aborder le sujet de l'entrepreneuriat et juste à quel point c'est dur de manière générale ou l'entrepreneuriat féminin en particulier. Pendant la préparation aussi, vous avez mentionné des problématiques qui sont quand même particulièrement liées à l'entrepreneuriat féminin. En plus du fait que juste entreprendre, c'est dur. Entreprendre en tant que femme, c'est pire. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pouvez revenir sur les défis que vous avez rencontrés respectivement dans votre parcours entrepreneurial? C'était quoi les challenges que vous avez eu à surmonter? En commençant peut-être de manière générale sur la partie entrepreneuriat et ensuite plus spécifiquement par rapport au fait que vous soyez des femmes. Ouais, non, c'est une bonne question et c'est vrai qu'on a un peu, au moment du briefing pour préparer la masterclass, on a eu ce débat parce que l'entrepreneuriat en soi, on pourrait en faire une masterclass et en fait, vous en avez fait un motto dans Miracap et c'est un truc qu'on vit au quotidien et je pense qu'il faut pas non plus stigmatiser tous les jours le fait qu'on est des entrepreneurs femmes. On est des entrepreneurs avant tout. D'ailleurs, on avait cette discussion juste avant que la masterclass commence sur le fait que d'avoir une journée des droits des femmes quand il y a 364 autres jours, c'est pas forcément quelque chose avec lequel on est à l'aise. En soi, on devrait célébrer les femmes tout le temps, de la même manière que avant, selon moi, dans notre parcours professionnel, on est avant tout des entrepreneurs. Et il se trouve qu'on est des femmes. Et donc dans le côté entrepreneuriat, je pense que, alors il y aura sûrement des défis qui ont été communs, après chacune dans son parcours perso-pro, plus dans son secteur d'activité a vécu des choses différentes. Moi je sais que, je pense qu'un des points de départ de la difficulté quand on est entrepreneur, c'est un peu ce que j'abordais tout à l'heure, c'est le fait que rien nous y prépare. On se lance parce qu'on a une volonté, parce qu'on a des valeurs, de l'ambition, qu'on a des idées, qu'on a envie de participer à notre manière à quelque chose, quelle que soit l'activité, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Personne nous forme à devenir des entrepreneurs, il n'y a pas de manuel précis sur l'entrepreneuriat, comment bien le réussir, genre l'entrepreneuriat pour les nuls. Non, c'est pas si simple. Donc la première grosse difficulté, c'est de démarrer quelque part, et je pense que c'est ce qui fait peur à tout le monde. J'ai des idées, tous les jeunes qui nous écoutent, ou toutes les personnes moins jeunes qui voudraient à un moment donné se lancer, je pense que la première crainte et le premier obstacle, c'est par où je commence, quand est-ce que je commence, est-ce que je peux commencer? Et je pense que ça, c'est un obstacle qui est difficile à surmonter. Et typiquement, le fait d'avoir des organismes ou des entités
comme d'ailleurs les Miracap ou le programme MITIR, d'accompagnement des entrepreneurs, ou alors que ce soit d'autres incubateurs ou ce genre de choses, ou des associations d'entrepreneurs, etc. Je pense que ça, c'est des choses intéressantes. Moi, j'y ai pas eu accès quand j'ai démarré. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, si j'avais eu accès à ça, je pense que j'aurais été plus en confiance de me lancer. Donc c'est à la fois un obstacle et en même temps, il y a des évolutions positives dans ce que j'observe. Un autre point que je trouve extrêmement difficile aussi, bien sûr, parce que c'est la société dans laquelle on vit, c'est le financement et l'accès au financement. On en parlait tout à l'heure, et Stéphanie, toi tu l'abordais, c'est difficile de se lancer. On a plein d'idées, on veut faire, mais tout ça, ça requiert de l'argent. On a besoin de financement. C'est souvent très difficile d'accéder au financement. Et je pense que ça l'est d'autant plus dans un pays comme Madagascar, où l'entrepreneuriat n'est peut-être pas suffisamment mis en valeur. La force des entrepreneurs est peut-être pas suffisamment valorisée. Et toutes ces TPE, PME ont un rôle à jouer. Quels sont les outils qui sont disponibles pour aider? Et je pense que pareil, tant qu'il y aura une pénurie ou trop peu d'accès ou pas assez d'informations pour y accéder, ce sera compliqué. Et ensuite, c'est le jugement et du coup la capacité d'un entrepreneur à s'intégrer dans un marché existant. Et là, je pense que je vais faire un peu le lien aussi avec le côté, on est des entrepreneurs femmes, c'est qu'on a ce regard qui est porté sur l'entrepreneur femme et on tombe dans des clichés très rapidement. Typiquement, voilà, une femme, c'est joli, ça peut bien faire des trucs de manière rigoureuse, mais c'est pas forcément elle qui va avoir les idées. Ah, mais elle n'est pas en capacité de gérer. Ah, elle va pas être capable de tenir tête à X ou Y intervenants. Voilà. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce que financièrement elle est stable? Est-ce que demain elle va s'arrêter de bosser pour fonder une famille? Du coup, est-ce qu'il y a une continuité avec cette personne? Enfin, tout un tas de sujets. C'est pas une liste exhaustive qui du coup viennent se rajouter sur la pile des obstacles, et je n'ai pas tout cité. Mais ça, je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose auquel particulièrement les femmes doivent faire face, et qui est hyper chronophage, qui nous bouffe une énergie folle, qui atteint notre confiance en nous, du coup qui peut briser aussi des tentatives entrepreneuriales, parce que si on ne croit pas en nous, comment on va croire dans les business? Et si les gens ne croient pas en nous, pourquoi nous, on devrait croire en nous? Donc, et ça, je pense que c'est vraiment particulièrement les femmes entrepreneurs qui font face à ce genre de choses. Et voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, et je vais laisser la parole à mes camarades. En tout cas, merci. On est complètement en phase, hein, toutes les trois, c'est incroyable. Ça se trouve rarement parce que tu as dit pas mal de choses que je pensais, vraiment. Moi, je dirais que... Alors... Je vais encore parler de mon why profond, parce que actuellement, par exemple, moi je suis maman aussi à côté. J'ai ma fille qui est en France. Ça fait quelques mois que je la vois pas. Je vais parler de choses un peu pour me mettre au même niveau un peu que mes collaborateurs. Donc je pense qu'ils traversent des problèmes aussi, et que moi aussi je traverse des problèmes. Mais j'ai décidé, et c'est quelque chose de vraiment très puissant en moi, de me battre pour créer cet empire, pas forcément que pour eux, mais aussi pour ma fille. Je le fais aussi pour eux, effectivement, parce que moi, ça me réjouit de les voir évoluer, de voir leur évolution de carrière, de voir des jeunes qui savaient à peine écrire et que maintenant, ils se retrouvent à être des personnes tellement talentueuses. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ils ont cette capacité d'apprentissage incroyable. Et je ne peux pas laisser ça comme ça. Je suis née en France. Je vois le travail qu'ils font en France, rien qu'en onglerie. Et je vois ce qu'ils font ici. Et comme on dit en malgache, je ne sais pas si vous connaissez le titikel. C'est pas pour le titikel qu'on va laisser ces jeunes arrêter de croire en leurs rêves et ne pas activer leur potentiel. Donc moi, vraiment, mon objectif, c'est vraiment un why profond comme ça. C'est activer le plein potentiel de ces jeunes. C'est plus fort que moi, à part le fait que j'aime la beauté, que j'aime la mode, etc. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que mes entreprises, en fait, renferment vraiment mon âme
Donc Stéphana renferme vraiment, vraiment mon âme. Ils ont grandi avec moi, la société a grandi avec moi. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes, maintenant, je les vois évoluer, devenir formateurs, devenir responsables. Et c'est juste incroyable. Donc voilà. Et ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est tous les problèmes, tous les challenges que nous traversons. C'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Vraiment, c'est... Moi, les problèmes que j'ai traversés, les challenges que j'ai traversés au sein de Stéphana Beauty, c'est des problèmes et des challenges propres à Stéphana Beauty. Donc maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre les échecs comme une fatalité. Il faut prendre ces échecs comme une opportunité justement d'avancer, de progresser. Du moment où tu arrives à surpasser ces obstacles, que tu trouves la manière de comment surpasser ces obstacles, tu grandis en fait. C'est vraiment changer le mindset, un peu comme au Japon en fait. Les problèmes sont des opportunités, les challenges sont des opportunités. C'est te dire que si tu arrives à dépasser cet obstacle, tu vas grandir encore plus. Voilà. 2 ou 3 de ces problèmes justement et de ces challenges dans ton parcours entrepreneurial ou dans comment tu as développé, même pas au début, mais au fur et à mesure où vous avanciez sur Stéphana, si tu pouvais partager 2 ou 3 challenges et comment est-ce que vous avez fait face à ces challenges? Alors, en plus d'être maman, comme je disais tout à l'heure, c'est ma première mission de vie. Hein. Ok, je suis entrepreneur, mais franchement, donner la vie, c'est extraordinaire. Ma fille, je l'aime plus que tout, même si elle n'est pas à mes côtés. Je l'aime plus que tout, j'espère qu'elle m'entendra. C'est très difficile d'être loin d'elle. Mais ce que je voudrais dire, c'est que quand tu es entrepreneur, moi, de base, je suis une artiste passionnée. J'aime créer, j'aime voir les gens évoluer. Et vraiment, je pense que... Comment dire ça? Je suis un peu émue par ce que je dis en même temps, parce que c'est un peu... ce que je dirais, c'est que vraiment voir ces jeunes évoluer, déjà, c'est une contribution pour mon pays. C'était quoi déjà ta question? Les challenges et défis. Alors pour dépasser ces challenges, j'ai dû mettre en place des process. J'ai dû mettre en place des fiches techniques, des cahiers des charges, parce que l'objectif prochain de Stéphana Beauty, parce que là on est en train de se transformer en industrie, c'est vraiment de consolider l'existant. C'est arrêter, canaliser plutôt la créativité, parce que la créativité, j'en ai énormément, en toute humilité, que je le dis, hein. Mais je dois absolument maintenant avoir une feuille de route et m'y tenir. Voilà, c'est pour moi le plus gros challenge et c'est l'étape où je suis actuellement. Un peu victime de notre succès, là j'ai dû vraiment faire face à tous ces défis en fait entrepreneurial où j'ai dû et c'est surtout comme tu disais tout à l'heure, on a un peu toutes les casquettes en fait. Donc moi là actuellement, ok, c'est un salon de beauté, on est en train de s'industrialiser, mais c'est pas qu'un simple salon de beauté. Hein. Il y a la partie gestion de stock, on a des milliers de produits à gérer. On est aussi dans la digitalisation, on est en train de sortir une application mobile pour tout ce qui est gestion de rendez-vous, les nouvelles offres, etc. D'ailleurs, on va être les premiers en Afrique. Je suis aussi dans tout ce qui est écologie environnementale. Donc, je ne sais pas si on pourrait sortir des prototypes tout à l'heure, mais je ne jette rien en fait. Pour moi, tout se transforme. Rien ne se jette, tout se transforme. Donc pour moi, les bouteilles de vernis vides, je les transforme en talons de chaussures. Et l'objectif final, ça va être de faire des modèles uniques
pour après reverser une partie à mon association qui forme ces jeunes et les mettre dans ce contexte de réinsertion sociale. Parce que ce sont des jeunes qui n'ont juste pas eu accès à l'information et à l'éducation. Donc moi, ça c'est mon combat. Voilà. Merci Stéphanie, on reviendra tout à l'heure sur ce que vous faites respectivement sur ce sujet. On peut passer à Mime sur la même question. La question, c'est Les défis quels et sont challenges. les défis et challenges? Il y a des difficultés, il y a des challenges? Non, il n'y en a pas. Oui, prochaine question. Dans le sens où quand on accepte, quand on choisit la voie de l'entrepreneur, on sait d'avance que ce n'est pas acquis, que ce n'est pas gagné dès le premier jour et que ce sera un long combat, un dur combat. Ça, on l'accepte dès le départ. Et d'ailleurs, quand on rencontre des entrepreneurs, des femmes, elles dégagent de l'énergie et de la positivité parce que dans leur tête, elles se préparent déjà à faire face à tout cela. Et elles sont brillantes, les femmes entrepreneurs. Et ces difficultés-là se sont mises pour être dépassées, pour être traversées. On les accepte. Les difficultés, c'est quelque chose qui va nous endurcir, c'est quelque chose qui est un obstacle par rapport à nos objectifs, à nos combats, à nos motivations personnelles. Et on est déjà, on sait qu'il y en aura. On ne sait jamais d'où viendront les difficultés, les challenges, mais on sait qu'on va y faire face et on les affronte avec beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité. Et c'est ça qui émane pour moi. Enfin, je n'ai rencontré aucune femme entrepreneur qui ne dégage ça. Et quand on voit ça, on se dit waouh, elle a la même chose que moi. Et c'est ça ça réconforte aussi que finalement, en discutant, on fait face aux mêmes difficultés, les difficultés d'entreprendre au tout début, les questionnements, les peurs, les difficultés, qu'elles soient financières. Pour ma part, dans l'agriculture, la difficulté, c'est physique, c'est de pouvoir parcourir Madagascar et aller en brousse régulièrement. Jusqu'à il y a 5 ans, je passais entre 2 à 3 semaines hors de ma maison. Et donc c'est physique, c'est dur de pouvoir et assumer toutes ces casquettes qu'a une femme entrepreneur entre le travail, le rôle de mère, le rôle de femme. Et c'est ça pour moi le plus gros challenge. Ce d'autant plus que nous les femmes, on a souvent, je l'ai remarqué, tendance à vouloir être parfaite dans tout ce qu'on fait. Et cela nous met encore un challenge en plus de vouloir tout assurer. Mais quelque part, c'est aussi notre force. C'est trouver cette énergie, cette force-là de pouvoir assumer toutes les casquettes et avoir à chaque fois qu'on porte une casquette, c'est une belle casquette, pas un truc tout fripé, tout déchiré, mais vouloir toujours que ce soit une belle casquette dans ce qu'on fait, avoir un impact, être quelqu'un d'inspirant dans ce qu'on fait, comme tu as dit, envers des employés, envers nos enfants. Et c'est ça aussi notre challenge, assumer nos casquettes. Plusieurs casquettes en même temps, de devoir gérer l'équilibre vie perso, vie professionnelle. Aujourd'hui, ce sujet-là, comment est-ce que ça influence votre approche entrepreneuriale? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pouvoir continuer à assumer ces plusieurs casquettes, avoir quand même un équilibre sain entre vie pro et vie perso, la vie de maman, la vie de chef d'entreprise, la vie de femme, la vie de... voilà, comment est-ce que ça influence aujourd'hui votre approche entrepreneuriale? Alors moi, je vais pas mentir, hein, ça a été très très difficile parce que ma fille, je l'aime plus que tout au monde. Mais je me suis dit, pour moi, je voudrais pas que ma fille se sacrifie pour ses enfants et qu'elle passe à côté de sa vie.
qu'elle passe à côté de ses passions, à côté de ses rêves. Donc, à un moment donné, il faut être dans l'acceptation de, comment dire ça, de vivre sa vie. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas du tout de l'égoïsme. C'est juste, à un moment donné, montrer le bon exemple. Et je pense que ce que je voudrais que ma fille vive, c'est être la meilleure version d'elle-même, vivre de sa passion, ne pas mettre sa vie entre parenthèses de côté, ne pas se sacrifier pour je vais être un peu crue, hein, mais pour son mari, non, c'est sa vie en fait, et c'est ce que je désire pour elle. Et j'ai peut-être une manière un peu atypique de montrer comment j'élève ma fille et comment je l'éduque, mais je me dis que les enfants sont en immersion. Ils vont toujours suivre un modèle. Vous aurez beau leur dire fais ci, fais ça, ils vont juste faire la même chose que vous en fait. Ils vont juste être en immersion. Donc pour moi, je vais dire que j'ai accepté que me faire du bien, ça lui ferait du bien aussi. Voilà. C'est pas une question facile parce que je vois deux entrepreneurs femmes à côté de moi et deux mères. Moi, je le suis pas. Et c'est un vrai sujet qui je pense l'était pas au démarrage quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. On réfléchit pas forcément à ça. Et moi, je m'estime que j'étais jeune à l'époque. Je suis pas vieille aujourd'hui. Je suis un peu moins jeune, en tout cas d'un point de vue purement administratif. Je vois les chiffres qui sont marqués. Dans un état d'esprit, je reste encore jeune. Mais par contre, voilà, tu vois, après 8 ans d'entrepreneuriat, 10 ans à vivre à Madagascar et je sais pas quoi, 15 ans presque de vie professionnelle, forcément à un moment donné où tu commences à te poser des questions. Et moi, je fais partie de ces femmes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement réussi à concilier une vie professionnelle d'entrepreneur avec une vie de famille. Et je suis très admirative des femmes qui ont réussi à le faire. N'ayant pas réussi à le faire, je conçois que ce soit du coup un challenge monumental que d'arriver, comme dit Mime, à concilier vie pro, femme d'affaires, en pleine réussite, mère de famille, femme au demeurant, parce que c'est aussi un sujet, mais c'est qu'on n'a pas juste soit le job pro, soit le job de famille. C'est qu'on est aussi des femmes indépendantes, qu'on existe aussi pour nous-mêmes. Et comme tu dis Stéphanie, la priorité, c'est aussi que nous, on s'épanouisse pour qu'autour de nous, ça s'épanouisse. Et moi, je sais que voilà, il y a une brique que j'ai pas réussi à intégrer dans ce schéma. Et évidemment, c'est une frustration. Ça rend le travail compliqué. Ça démotive aussi parfois. Je trouve que le challenge semble tellement énorme de devoir être partout, affairé à tout. Enfin, moi, j'appelle ça le syndrome Wonder Woman. C'est comme s'il fallait toutes qu'on soit des super-héroïnes et qu'on délivre miracle sur miracle. Et j'ai l'impression que le monde qui nous entoure, la société, comprend pas forcément ça. Arrive pas à voir à sa juste valeur le travail qui est fourni et les sacrifices qu'on doit faire. Et c'est pas pour décourager ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mais je pense que c'est aussi important que les gens soient réalistes et qu'ils aient conscience d'obstacles peut-être plus humains et personnels auxquels ils vont devoir faire face. C'est pas uniquement des problématiques ou des obstacles de business, de marché, j'ai des problèmes, je traverse des crises dans mon job, je dois passer à l'échelle, comment je fais, j'ai pas accès au financement, il me manque tel soutien, j'ai perdu un client. Ça, c'est pur business. Des problèmes, on en aura tous dans ce cadre-là. Et on peut en franchir certains, et d'autres, on va se prendre des murs dans la tronche. Mais globalement, je pense qu'il y a des solutions. Les aspects humains et personnels, parfois, ils sont mis de côté. Et on oublie qu'un entrepreneur, c'est avant tout un homme ou une femme, et que ça vient avec son lot de sacrifices ou de compromis. Et moi, j'en ai fait. Je ne sais pas si je regrette aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi ce qui a fait que je suis arrivée là où j'en suis. Mais par contre, ça fait se poser des questions. Savoir, est-ce que c'est comme ça que ça doit continuer? Est-ce que c'est normal aussi qu'on mette autant de pression sur les femmes entrepreneurs, du coup? Parce que je pense que hommes-femmes, dans leur activité entrepreneuriale, sont également touchés par les problèmes, mais qu'une femme, dans sa manière de gérer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, cumule un petit peu plus de problèmes.
Oui, et sur ça particulièrement, tu penses que c'est une pression qui est mise, cette volonté d'être parfait, d'avoir un équilibre parfait. C'est une pression qui est mise par la société autour ou c'est une pression que les femmes se mettent sur elles-mêmes compte tenu de ce qui... Là, c'est marrant parce qu'en off, il se dit plein de choses. Donc, encore une fois, avant la masterclass, on avait un peu aussi cette discussion rapidement. Et en fait, pour la petite anecdote, on voit arriver Stéphanie, qui est juste magnifique, hyper apprêtée, etc. Faut le savoir, j'avais pas de rouge à lèvres avant de commencer la masterclass. Je l'ai vue arriver, je me suis dit, ah non, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je veux dire, elle élève le niveau. Et moi, ça me fait plaisir de voir des femmes qui assument leur féminité, qui assument leur beauté, etc. Et en même temps, je sais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas cette confiance en elles, qui doutent énormément. Et je pense que de là vient une forme de pression supplémentaire qu'on peut se mettre. Il faut qu'on soit féminine, qu'on soit femme, qu'on s'assume, qu'on s'apprête de la manière dont on veut s'apprêter. Si on n'a pas envie d'être apprêté avec du rouge à lèvres, on ne le fait pas, mais d'être authentique, c'est une pression en fait, parce que la société dans laquelle on vit l'accepte pas forcément, parce que si tu es entrepreneur et directrice, selon ton secteur d'activité ou ton âge, j'en sais rien, bah en fait ça va pas forcément être bien vu ou bien accepté, ou alors le message qui va passer va pas être celui que toi tu veux. Donc, et tu vois, même là j'ai l'impression de me prendre la tête, mais je pense qu'une femme se prend la tête sur beaucoup de sujets, et qu'en fait ça devient une montagne de pression. Sur comment tu apparais, qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, ta vie perso, ta vie pro, ta réussite, ton ceci, ton cela. Je pense que de manière inhérente, c'est aussi un peu, la nature de la femme. Je pense que, comme disait Mime tout à l'heure, on cherche aussi la perfection. On est peut-être plus... Enfin, en tout cas, pour être une femme, je le sais. Et je pense que mes camarades ici aussi le diront. On va chercher loin la réussite, la perfection et le souci du détail et des choses bien faites. Et après, ouais, il y a le rôle de la société. Et selon le contexte dans lequel on est. On connaît la France, on connaît Mada, on connaît peut-être d'autres pays. Moi, j'ai voyagé ailleurs. Les contextes et la relation de la société avec la femme est différent partout. Mais je pense que de manière générale, faut admettre qu'en 2024, on a encore énormément de défis à relever pour admettre l'émancipation de la femme, son indépendance, la soutenir et stopper des préjugés qui lui mettent des bâtons dans les roues. On passe sur les questions des gens dans le chat. Une dernière contribution là-dessus, c'est comment assumer les dernières casquettes. En regardant mon parcours, je me dis qu'il est tout à fait normal de passer une première phase où on veut être parfaite, où on se met la pression, où on travaille des heures et des heures, on fait plus que les 8 heures selon le code du travail, à assumer tout ça. Et puis, à un moment, on reconnaît, on accepte qu'on peut ne pas être parfaite et qu'on doit choisir son combat pour être en paix avec soi-même, pour être la plus efficace aussi. Parce qu'à vouloir être partout, finalement, c'est pas la meilleure chose. Et moi, j'y suis arrivée en acceptant de ne pas être parfaite dans tout. Donc, clairement, il y a, par exemple, la finance de l'entreprise, c'est pas là où je suis la meilleure. Je l'ai accepté, ça m'a permis de m'orienter vers là où je suis la meilleure. Et donc la clé pour pour assumer la casquette, c'est ça, c'est accepter de ne pas être parfaite, mais aussi s'entourer, savoir déléguer et s'entourer des bonnes personnes. Et donc si avant l'entreprise était une maison avec un seul pilier, et au final, en sachant reconnaître les personnes, les bonnes personnes, et en sachant déléguer, cette maison-là devient avec plusieurs piliers. Et c'est beaucoup plus... les choses vont beaucoup plus facilement et plus solidement quand on a plusieurs personnes comme piliers de l'entreprise. Et en fait, et aujourd'hui,
la délégation c'est quelque chose qui fait mal, hein, savoir déléguer, parce qu'on a une telle image de l'entreprise, de où on a la vision de où on veut, et des fois, au début, on a du mal à faire confiance aux autres. On trouve toujours que nos collègues font 50% de ce qu'on pourrait nous-mêmes faire, mais au final, c'est pas grave. Il ne faut pas que ce qu'on dit, c'est-à-dire élever nos collaborateurs, soit juste de la tchatch. Il faut le réaliser et donc les former, les faire monter en compétences pour que réellement, un jour, ils soient à notre égal et même nous dépassent. Moi, quand j'ai mes collaborateurs qui prennent de l'initiative et qui soutiennent que c'est la meilleure chose pour l'entreprise, au début, ça fait un petit passement en me disant je ne sers plus à rien, mais au final, ils ont raison et ils font avancer souvent l'entreprise beaucoup plus ensemble, enfin avec moi, que si j'étais toute seule. Et ça, c'est une victoire en soi aussi. Apprécier, tu l'as illustré, Stéphana, c'est quand les personnes que tu as accompagnées, tes collaborateurs, montent en compétence et te le montrent, mais ça fait... on a réussi quelque chose, on a réussi notre vision d'entrepreneur aussi. C'était très clair et très inspirant sur le fond. Peut-être avant de vraiment rentrer dans les questions des gens qui nous écoutent, on a beaucoup parlé des challenges et des défis. Pour ajouter une touche de positivité dans tout ça, il y a quand même des opportunités qui s'adressent particulièrement aux femmes. Il commence à y avoir des programmes, des financements qui sont orientés sur ça. Les investisseurs, les bailleurs commencent à faire un effort sur ça. Je serais curieuse de savoir c'est quoi votre perception de ces opportunités-là. Est-ce que vous voyez des réelles opportunités et c'est quoi votre avis là-dessus? Qui veut commencer? On peut commencer avec Camille. Ouais, non, mais tu fais bien d'aborder le sujet aussi des opportunités. Je pense qu'on n'a pas été globalement négatif. On met en évidence des obstacles et des difficultés, mais je pense que rien que le fait de présenter les choses de cette manière, ça montre aussi que ça crée de la force, de l'ambition et toute cette exigence. Parce que je pense que les femmes entrepreneurs sont très exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis du reste. C'est de ça un peu qu'il est question. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'opportunités qu'il faut les saisir. Clairement, même si rien n'est parfait en 2024, il y a du chemin qui a été parcouru entre il y a des décennies et aujourd'hui sur la place de la femme de manière générale dans la société et du coup, par voie de conséquence, le rôle de la femme dans l'entrepreneuriat. On reconnaît de plus en plus qu'elles ont des rôles à jouer. Je pense aussi particulièrement en Afrique, et c'est aussi le cas à Madagascar. Il y a un vrai tremplin, je pense, pour les femmes et les femmes entrepreneurs. C'est, comme tu le disais, Kouloune, reconnu de plus en plus par des investisseurs, des bailleurs, différentes parties prenantes, quels que soient les secteurs. Je pense que le fait qu'au niveau mondial, on ait conscience qu'il y a quand même des enjeux pour l'avenir, climatiques, environnementaux, sociétaux, et qu'on ait intégré un objectif vraiment spécifique sur l'égalité des genres et du coup l'émancipation des femmes, ça aide. Aujourd'hui, ça ouvre des voies et des opportunités de financement, d'assistance technique, de renforcement de capacité. Il y a de plus en plus d'incubateurs qui se montent et qui intègrent vraiment des composantes spécifiques sur les entrepreneurs femmes. Je pense aussi, et c'est un peu le moyen de retourner la situation à notre avantage, c'est qu'il y a moins d'entrepreneurs femmes, c'est sûr, que d'entrepreneurs hommes. On reste en minorité, mais c'est potentiellement aussi l'occasion de montrer qu'on est unique. Et je pense que celles qui arriveront à transformer le fait qu'on est une minorité en fait, on est au top et on nous voit parce qu'en fait, on n'est pas si nombreuses, donc les seules qui sont, elles ont tous les projecteurs sur elles. Ça peut aussi devenir game changer pour les entrepreneurs. Moi, je sais que dans mon secteur, tu vois, quand on dit qu'Amada, en tant que
directrice générale et fondatrice dans l'énergie, je suis la seule, qu'en Afrique on est 2, bah forcément à un moment donné tu attires l'attention. Alors charge à toi de récupérer cette attention, bien faire ton travail pour que demain ce soit quand même pour les bonnes raisons qu'on te regarde. Mais le fait d'être peu nombreuses peut nous permettre d'être uniques aussi et de se faire davantage voir et du coup de grimper des échelons, de s'ouvrir des nouvelles portes et des nouvelles opportunités. Si Stéphanie, elle a été pionnière dans un secteur et si maintenant ça grandit, c'est pas juste parce qu'elle fait bien son job. C'est aussi parce que c'est une femme, que c'est rare, que c'est unique, qu'elle a eu les coronesses pour le faire et qu'elle s'est pas privée de le faire. Et tant mieux si elle a les projecteurs sur elle. Et si Jacaranda, ça fait 20 ans de réussite et que si aujourd'hui on en discute, qu'elle est là et qu'il y a autant de succès dans sa boîte, c'est aussi parce que elle était à la tête du sujet et qu'elle a montré la voie. Mais on place le visage de cette entrepreneur femme aussi sur le business. Et je pense que c'est ça qu'il faut réussir à saisir. Et que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs femmes doivent aussi prendre conscience. C'est le bon moment pour se lancer. Et il faut savoir retourner des situations peut-être un peu déprimantes ou frustrantes en des opportunités de réussite. Merci. Finalement, on n'aura plus rien à dire, non? Non, mais parce qu'en fait, on est tellement en phase que t'as tout dit, en fait, vraiment. On est connectés, comme tu dis. Moi, ce que je dirais, c'est que vraiment l'entrepreneuriat, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, traverser tous les challenges que j'ai dû affronter, et je sais que j'en aurai encore, hein, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un apprentissage permanent. C'est vraiment une formation permanente. Donc, à chaque fois que je dépasse un challenge, j'ai l'impression d'avoir une formation. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une formation que je vais pouvoir apprendre à l'université ou à l'école. Hein. C'est vraiment, c'est vraiment propre à mon entreprise, propre au concept que j'ai créé. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est super important vraiment de se dire que l'échec, encore une fois, n'est pas une fatalité. Il faut prendre ça comme une opportunité de grandir, d'évoluer. Et qu'est-ce que je dirais aussi? Et je pense que notre faiblesse en tant que femme, je pense que c'est vraiment ce monde patriarcal. Hein. Je pense que, et surtout en Afrique, c'est difficile. Il y a beaucoup de compétition parce que, mais même dans la génération, dans les réseaux sociaux, on le voit concrètement que l'inspiration maintenant, c'est investir sur son corps. Pourquoi on investit sur son corps? Pour plaire aux hommes? Pourquoi? Pour en fait investir sur eux en fait. Alors qu'on a un cerveau, on peut avoir des stratégies nous-mêmes, on peut être très intelligente, on a autant un cerveau qu'eux. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut quand même mettre en avant vraiment les femmes parce qu'elles ont cette capacité à pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Ça, c'est la force des femmes. Elles peuvent tout faire en même temps. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ce sujet que croyez en vous. Vous n'êtes pas que des mères au foyer, vous n'êtes pas destinées à juste donner un enfant, vous êtes censé inspirer au contraire votre enfant et vous devez faire cette chose-là sur vous d'abord. Ok, vous voulez que votre enfant fasse du sport, vous voulez que votre enfant... Qu'est-ce que vous voulez de vraiment se poser les bonnes questions? Est-ce que vous voulez que votre enfant réalise ses rêves? Mais c'est pas parce que c'est une femme, elle va rester à la maison, elle va bien garder ses enfants. Non, c'est fini, jouer à la poupée, etc. Non, elle inspire son enfant. Donc arrêtez de culpabiliser, s'il vous plaît, les femmes. On n'est plus obligé de culpabiliser au jour d'aujourd'hui. Donc voilà ce que j'avais à dire. Et je pense que si on se soutenait autant que les hommes se soutiennent, si on faisait autant de lobbying, ce qu'ils font entre hommes, je pense que vous l'avez vu, entre hommes, ils se soutiennent énormément, mais parce qu'on est dans un monde patriarcal, ils ont réussi à faire en sorte qu'on soit dans la compétition entre nous pour en fait gagner ce que eux ils activent. Donc c'est pour ça que
de ce côté-là, moi, je suis pas très d'accord parce que je pense que là, on a la preuve, 3 femmes là, même 4 femmes qui ont réussi à activer leur plein potentiel. Et je pense que c'est super important de partager. Et encore merci à Mirakab de nous avoir donné cette opportunité en fait de pouvoir parler et dire ce qu'on avait au plus profond de nous. Et en reprenant le thème de est-ce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'accompagnement, de financement pour les entrepreneurs femmes, là-dessus, pour moi, la réponse est claire, il n'y en a pas assez. Aujourd'hui, est-ce que c'est parce que ces institutions sont gérées encore majoritairement par les hommes, et c'est pour ça que pour le moment, ce que je vois quand on soumet des dossiers, c'est être une femme est un critère, un avantage, mais il n'y a rien qui soit réellement, en tout cas dans mon parcours, je n'ai rien trouvé vraiment axé pour les femmes. Est-ce que c'est aussi, comme dit Camille, nous ne mettons pas suffisamment en avant notre unicité et nos compétences spécifiques du fait que nous sommes femmes entrepreneurs, et c'est pour ça que les financeurs ne croient pas sur les entreprises montées par les femmes. Mais pour moi, le constat il est simple, il n'y a aucun financement qui soit réellement orienté vers les entreprises femmes ou uniquement destiné aux femmes. Un financement doit prendre aussi les critères de la spécificité d'une entreprise qui est gérée par les femmes. Les femmes, quand elles entreprennent, elles sont souvent très prudentes, et donc ça c'est un critère. Et elles font peut-être des petites choses pour démarrer parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de plonger et de tout mettre sur la table. C'est pas dans notre nature de manière générale, et donc dimensionner les financements en fonction de cela vers les vraiment toutes petites initiatives, toutes petites entreprises gérées par les femmes. Et il y a tout ça encore à revoir, et parce que pour moi, je le redis, il n'y a pas suffisamment de financement accessible spécifiquement aux femmes. Merci à toutes. On va passer aux questions qui ont été posées par les gens qui nous écoutent. Je vais envoyer 2 questions en même temps et vous laisser choisir qui veut répondre. Alors la première, c'est est-ce que vous avez entrepris avant ou après le mariage et comment le mari a réagi face à votre succès? Le sujet de machisme revient-il? Donc ça, c'est la première question. Et l'autre question, c'était, avez-vous déjà rencontré des problèmes en tant que femme entrepreneur avec des clients ou des partenaires hommes pendant des meetings, par exemple? Et qu'est-ce que vous avez fait pour y faire face? Avant ou après le mariage? Donc, moi, j'ai monté mon entreprise pratiquement 3 ans après avoir fini mes études d'agro. Donc, c'était avant le mariage. Et mon mari l'a pris très, très bien parce que nous sommes complémentaires. Et il sait avec qui il s'est marié. Donc, avoir la bonne personne toujours à ses côtés, ça c'est un avantage. C'est-à-dire qui comprend et qui arrive à concilier les caractères des uns et des autres, voir la complémentarité, accepter aussi d'avoir une femme ambitieuse, forte, un peu caractérielle, avec ses grandes qualités, ses défauts. Des fois, arriver à comprendre qu'une femme entrepreneur ne fait pas de l'ombre à son mari, en tout cas pas jamais intentionnellement. En tout cas, lui, j'ai eu un mari qui était très compréhensif et qui a soutenu. Et ça, c'est à mettre dans la balance, je pense, de la réussite de l'entreprise.
Alors moi, j'ai pas du tout été... non, je suis pas mariée encore jusqu'à aujourd'hui. Et je pense déjà qu'avoir une casquette d'entrepreneur, c'est déjà sortir du lot. C'est déjà un peu sortir du moule. C'est-à-dire oser être entrepreneur en tant que femme, c'est déjà quelque chose d'assez difficile. Donc je pense que être entrepreneur et marié à la fois, je te félicite parce que tu me parleras de tes secrets, mais je pense qu'une femme entrepreneur, déjà, c'est clair, elle a beaucoup de caractère, elle a énormément confiance en elle, elle se priorise. Non, elle n'a pas forcément confiance en elle, mais elle apprend sur le tas. On va dire ça plutôt. Elle a beaucoup de sensibilité, et on va dire que cette sensibilité, en fait, elle apprend en fonction de tous les problèmes qu'elle traverse, elle devient plus forte. Je dirais plus ça, en fait. Et elle prend confiance en elle, elle trouve des techniques. Ça, c'est mon parcours personnel. Hein, vous me direz si vous n'êtes pas d'accord. Mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu. J'étais une personne très sensible, très empathique. Je le suis toujours, mais d'une manière où tous les problèmes que j'ai traversés n'ont pas fait que consolider mon entreprise, mais m'ont consolidé aussi moi. Je suis devenue plus forte. J'ai trouvé des techniques pour devenir, on va dire, vraiment croire plus en moi, en fait. J'avais pas le choix parce que personne d'autre l'aurait fait à part moi. Donc ça va être ça peut-être la différence de ne pas être mariée. Merci. Camille, tu veux intervenir sur la deuxième question? Juste très rapidement sur la première, parce que c'est peut-être à mi-chemin entre les deux. Je suis pas mariée, donc je me suis lancée dans l'entrepreneuriat avant un éventuel mariage futur, je ne sais pas. Mais par contre, j'ai un compagnon et ça fait presque 12 ans qu'on est ensemble. Donc on était ensemble avant que je me lance dans l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, c'est mon premier soutien. Et je suis d'accord avec Mime sur le fait que d'être bien entouré et au plus proche de soi-même, donc dans son foyer, c'est extrêmement important. Et je pense que ces personnes qui nous accompagnent, elles savent qu'on a des forts caractères, qu'on est indépendante aussi. Et en même temps, comme tu disais Stéphanie, on a aussi la sensibilité, on se construit petit à petit dans notre parcours à travers tous ces obstacles. Et du coup, je trouve ça quand même bien d'avoir un soutien quotidien, quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui nous veut du bien et quelqu'un qui est capable de nous accompagner en nous soutenant. Parce que parfois, on a juste besoin d'une épaule attentive et de quelqu'un qui comprend ou qui essaye de comprendre ce qu'on traverse. Et en même temps, et je suis très d'accord avec Mime sur ce sujet, c'est pas pour autant qu'on fait de l'ombre. En fait, il ne faut pas se faire cette idée que parce qu'on est un entrepreneur, on est forcément cette espèce d'énorme truc qui prend de la place et qui fait de l'ombre à tout le monde. C'est faux. Je pense qu'on prend de la place, c'est vrai. L'entreprise, le bébé entrepreneurial prend de la place, c'est normal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va éclipser tout le reste à côté. C'est peut-être aussi quelque chose qui s'apprend avec le temps. La deuxième question, du coup, c'est comment on réagit quand on est confronté à des... Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes d'abord vis-à-vis des clients ou des partenaires hommes? Et si oui, comment est-ce que vous avez réagi face à ça? Alors, c'était la fameuse question qu'on se disait, est-ce qu'on est cash? Est-ce qu'on parle concrètement des problématiques? On est cash, sans nécessairement rentrer dans trop de détails, parce que c'est pas l'objet, mais oui, je pense qu'il faut qu'on se rende compte et qu'on admette. Chaque histoire est différente. Moi, je sais que pour ma part, j'ai été confrontée à des situations extrêmement embarrassantes, humiliantes, agressives et de harcèlement au cours des 10 dernières années. Et oui, dans l'entrepreneuriat, depuis que j'ai monté ma boîte, entre les fois où, quand j'étais plus jeune, encore une fois, créer une boîte, j'avais 26 ans, t'es jeune, t'es blonde, t'es pas très grande, t'es entourée d'hommes dans tous les coins, tu vas souvent avoir des commentaires qui vont être faits, on va pas te prendre au sérieux, on va t'insulter, on va très vite tourner le sujet vers quelque chose de plus sexuel par exemple. Enfin, tu vois, ce genre de commentaires qui sont très déplacés ou alors complètement dénigrer ta crédibilité parce que justement t'es la petite jeunette, quoi, si tu veux. Et je pense que la manière que j'avais de réagir à l'époque, où d'une part tu peux être impressionné, ça te déstabilise énormément parce que toi tu n'y penses pas, et le fait que d'autres aient ce genre de commentaires qui leur viennent à l'esprit, c'est choquant, ça te
déstabilise totalement, ça te bouleverse. Première réaction, il y a des moyens, c'est déjà d'en parler à d'autres, des gens de confiance, de voir comment pouvoir pénaliser les gens qui ont eu ce type de comportement. Moi, ça m'est arrivé de porter plainte, par exemple. Alors, c'était plutôt dans le cadre en France. Ici, c'est de trouver des alliés aussi, des gens qui vont pouvoir s'insurger contre ça peut-être. Et puis, avec l'âge, l'expérience faisant, en ayant été confronté peut-être plusieurs fois à, et comme disait Stéphanie, notre caractère, il se construit avec tous les problèmes qu'on a dû rencontrer, tous les obstacles qu'on a dû surmonter. Et donc, tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en assurance, tu gagnes aussi en prise de recul. Et je pense que tu fais peut-être de moins en moins attention à ce genre d'écart parce qu'en fait, c'est totalement insignifiant et ça ne devrait pas avoir d'impact sur toi. Et pour d'autres choses, tu prends avec assurance aussi et peut-être tu interagis différemment et tu vas aussi dire aux gens que non, c'est extrêmement mal passé. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des discussions hyper houleuses avec des gens qui ont fait des commentaires en pensant que ça passerait. Et moi, de leur dire absolument pas. Donc, on va rectifier le sujet maintenant. Ça se dit pas. Ça, tu le fais pas. Et si ça continue, juste on fera pas ensemble. On bossera pas ensemble. Le deal, tu l'auras pas. Tu seras pas mon partenaire. Et les choses vont pas se passer comme ça. Donc tu gagnes aussi en fermeté et tu t'imposes. De sorte à ce que ça se reproduise pas avec toi, mais que ça se reproduise avec personne d'autre aussi. C'est un changement de mentalité qu'il faut accompagner quand même. Merci. Vos inputs sont toutes très, très intéressantes. On va peut-être, parce qu'on est limité dans le temps, prendre une question par personne et ne plus faire le tour de table parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées et pour avoir le temps de répondre à chacune d'entre elles. Du coup, l'autre, c'était est-ce qu'être une femme entrepreneur, est-ce qu'en tant que femme entrepreneur, nous devons être plus strictes, j'irais même à dire plus méchantes, pour être acceptées ou s'imposer dans notre domaine? Qui prend la question? Ah oui. Moi, je pensais que oui, quand j'étais plus jeune, parce que je pensais qu'il fallait parler plus fort pour se faire entendre, et je pensais qu'il fallait être plus agressif pour pouvoir être respecté. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui ferait la différence. Que par contre, avoir une personnalité et s'assumer, c'était quelque chose qui nous permettait d'avoir beaucoup plus d'emprise sur notre auditoire et sur les gens avec qui on travaille. Je pense qu'il faut pas tomber dans le cliché de un leader, c'est forcément un patron autoritaire. Pour moi, c'est complètement différent. Un bon leader, c'est quelqu'un qui est capable, avec ses idées, son argumentaire, sa vision, de mener des gens, d'arriver à convaincre, d'arriver à rassembler pour que les gens suivent et aillent de l'avant. C'est très différent d'un patron autoritaire qui, lui, va utiliser la force et l'agressivité pour verrouiller les gens avec qui il travaille. J'estime pas être quelqu'un d'autoritaire dans mon travail. Par contre, je sais que je suis ferme. Mais je pense que c'est nécessaire pour encadrer, pour éviter les dérives complètes. Et parce que oui, à un moment donné, il faut avoir une force de caractère quand même pour pouvoir inspirer les gens. Mais c'est davantage des valeurs, une vision, de l'ambition, beaucoup de bienveillance en vrai vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Mais par contre, une fermeté et de l'assurance dans ce qu'on fait. Donc le bossy patron, non, je pense que c'est pas du tout nécessaire. Et franchement, en étant une femme, pas non plus. Et on n'a pas besoin de tomber dans les clichés masculins pour s'exprimer et se réaliser en tant que femme. Très bien, merci. Et cette prochaine question, peut-être ça s'adresse un peu à Mime, même si vous innovez toutes et dans vos secteurs, mais on a parlé avant la masterclass de ce sujet de l'authenticité. Du coup, il y a une question sur comment est-ce que vous faites pour continuer à innover et à être authentique par rapport aux concurrents. Et donc se dire, il y a plusieurs concurrents sur le secteur, et comment est-ce que tu fais pour continuer à innover, à être authentique, à être toi-même dans ce secteur-là? En n'étant pas toute seule, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de continuer à innover. Nous avons une personne qui est en charge de tout ce qui est veille réglementaire et veille technologique. On a même 2 personnes qui sont donc
un profil très scientifique et qui va aller dans l'état d'esprit et de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans, quelles sont les tendances du marché dans 10, 20 ans. Et c'est la R&D. Et donc ça, c'est quelque chose de nouveau, avoir un département R&D dans une entreprise agroalimentaire à Madagascar. Et pour cela, c'est donc faire appel aux jeunes qui sont beaucoup plus technologiques et qui ont cet état d'esprit qui permet de le faire. L'innovation chez nous vient aussi du fait que nous sommes non seulement une entreprise basée à Madagascar, mais nous sommes aussi basés en France. Et donc, nous avons la capacité d'avoir cette compréhension de l'évolution du marché hors de Mada, et ce sont nos commerciaux qui sont basés en France qui nous disent aussi il y a telle chose qu'on a vu qui pourrait être intéressant à creuser, et on creuse ensemble. C'est le fait aussi d'aller s'ouvrir, aller participer à des salons, aller rencontrer des gens qui ne sont pas forcément dans notre secteur, qui permettent d'avoir des idées d'innovation. Merci, très clair. Et on prendra une dernière question avant de passer au mot de la fin, parce qu'on arrive bientôt à 1h30 de masterclass. En tenant compte de la situation à Madagascar, dans quel domaine conseillerez-vous aux jeunes filles, étudiantes ou pas, de se lancer ou de ne pas se lancer? Oula, non, il n'y a pas de limite. C'est comme je disais tout à l'heure, tout doit partir d'une passion, et il ne faut pas que ça parte. Je pense que c'est plus compliqué de se lancer dans l'entrepreneuriat du moment où c'est l'appât de l'argent. Donc je pense que trouver d'abord son why profond, encore une fois, c'est déjà le plus important. Et quand tu as un rêve, quand tu as une vision, que tu t'y tiens, il n'y a pas de limite. C'est vraiment... voilà. C'est d'abord trouver ça, en fait. Si tu trouves pas ton why profond, c'est compliqué. Vous voulez intervenir dessus aussi, Camille et Mime ou... Je dirais qu'en plus du why profond, c'est... par exemple, quand on prend le contexte de Madagascar, il y a énormément de challenges et de secteurs qui méritent justement d'être saisis, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Il manque encore plein de choses. Et je pense que de se lancer avec une idée qui répond aussi à un problème, quelque chose qui va vraiment apporter une valeur ajoutée localement. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de limite sectorielle. Enfin, je veux dire, si j'avais posé la question il y a 10 ans, quand je m'étais lancée dans le secteur de l'énergie, où il n'y avait pas une seule gonzesse qui bossait dans le secteur, à la base, c'était quand même pas hyper sexy pour se lancer. Et pourtant, j'y suis allée. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, transformer quelque chose qui paraît infaisable en quelque chose d'unique et tirez-en parti. Mais non, pour moi, tous les secteurs sont accessibles, pour autant que oui, on a une vision, un why profond, et qu'on est capable d'apporter une proposition de valeur qui est utile pour le marché. Merci. Juste un petit truc après, aujourd'hui, là, les sciences qui aident, qui soutiennent l'entreprise sont tellement développées que outre nos réponses par nos parcours, on peut aussi se documenter et faire de la bibliographie pour ça. Par exemple, si vous voulez valider une idée, vous pouvez aller taper Pimentomap et vous pouvez avoir des outils techniques qui peut-être vous réconforteront dans vos idées ou dans vos hypothèses. Mais avant tout, c'est un choix personnel d'être entrepreneur. Il n'y a pas une seule voie pour y aller. C'est comme pour aller à Rome. Il y a au moins 1 million de chemins pour y aller. Il faut trouver la sienne et puis oser la prendre, persévérer pour avoir des résultats qui ne seront pas immédiats. Et puis surtout vivre cette expérience comme unique et comme épanouissant. Voilà, ok. Donc cherchez votre pourquoi. Oui, absolument. Sans penser à ce qui se passe autour de nous, mais vraiment
sans penser à ce qui se passe autour de nous et vraiment vivre son histoire. Je pense que ça résume pas mal. Voilà. Super. C'est oser vivre son histoire. Oui, vas-y. Ah oui. Oula. Alors, en fait, avant de venir ici, il y a un message fort que j'aimerais vraiment faire passer aux femmes qui en devenir et aux femmes entrepreneurs aussi. Donc, je vais commencer. Je préfère lire pour ne rien oublier et que ça puisse être vraiment ancré dans les esprits. Donc, je vais me lever. On voit ou pas? D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous parler d'une force indomptable qui réside au cœur de chaque femme entrepreneur. Elles sont des pionnières, des visionnaires et des leaders qui défient les normes, brisent les barrières et inspirent le changement. Imaginez une femme qui refuse de se contenter de jouer un rôle secondaire dans sa propre vie. Elle choisit de suivre sa passion, de poursuivre ses rêves et de bâtir son propre empire, défiant ainsi les attentes et les limitations imposées par la société. Cette femme incarne la force, la résilience et la détermination à faire entendre sa voix et à marquer sa place dans le monde. Chères femmes entrepreneurs, je vous salue pour votre courage, votre audace et votre détermination inébranlable. Vous êtes les véritables héroïnes de notre époque, les porte-étendards du progrès et de la justice. Vous montrez au monde entier que les femmes sont bien plus que des soutiens invisibles, mais des forces motrices qui façonnent l'avenir. À toutes les femmes qui doutent de leur valeur, de leur potentiel, je vous dis, ne laissez jamais personne éteindre votre lumière intérieure. Vous êtes des étoiles brillantes destinées à illuminer le ciel de vos propres réalisations. Croyez en vous, en votre pouvoir et en votre capacité à réaliser vos rêves les plus audacieux. Et à ceux qui les soutiennent, je vous exhorte à continuer, à encourager, à inspirer et à soutenir les femmes dans leur quête d'excellence. Ensemble, nous pouvons créer un monde où l'égalité des chances, le respect et la reconnaissance sont la norme, et où chaque femme est libre de réaliser son plein potentiel. Ainsi que chaque femme trouve sa paix, que chaque femme trouve sa force et que chaque femme trouve le courage de briller de tout son éclat, car ensemble, nous sommes invincibles et ensemble, nous pouvons accomplir l'impossible. Merci. Merci. Merci pour cette note inspirante pour la fin. Et merci à la 50aine de personnes qui nous suivent sur Zoom et à la 30aine sur Facebook. Voilà. Merci à toutes les trois pour votre participation.